fait l'acquisition d'un hôtel, un hôtel Art déco à Miami qui contient donc la plus grosse boutique étendard de la marque et un certain nombre de suites de luxe dans lesquelles la marque organise régulièrement des événements, ainsi qu'une ferme qui a été acquise en 1994, d'une centaine d'hectares qui en ici, et qui fournit une petite production de bouteilles d'huile d'olive et de vin. Donc là, on n'est plus du tout dans l'univers du vêtement. C'est une production tout à fait anecdotique, mais qui vient compléter cet univers de marque. On a également, autour de cet univers de marque, évidemment, des éléments d'engagement humanitaire, alors locaux et internationaux, personnels et institutionnels, avec des ambiguïtés, ou en tout cas un entretien d'ambiguïté, puisque le nom de cette fondation est exactement le même que le nom de la holding du groupe. De façon similaire, là je passais à autre chose. De façon similaire, Renzo Rosso est également connu pour être un philanthrope. Il a réalisé de nombreux dons, notamment récemment un peu plus de 5 millions d'euros pour la restauration du pont du Rialto à Venise. Évidemment, moyennant une contrepartie qui est l'utilisation exclusive du publicitaire du pont. Et avant de passer à un point plus particulier qui sont les appareillements réalisés sous la tutelle avec le concours des plateformes, je voudrais souligner à quel point la marque est en capacité en fait de mettre en cohérence des valeurs et des éléments totalement contraires. Alors, des valeurs comme l'individualisme, la moto, et puis par ailleurs l'altruisme, des choses qui finalement sont assez hétéroclites, la tradition, l'authenticité avec la ferme diesel, et puis l'anticonformisme, l'image de la marque. Voilà, donc des éléments qui s'écartent assez profondément en fait, du discours marketing qui est tenu sur la façon de communiquer sur l'identité d'une marque. On voit des effets de réputation de modalités extrêmement variées. Alors, dans les autres éléments qui sont importants et qui gravitent autour de la marque, il y a cette plateforme que nous avons découvert en fait à partir d'opérations participatives qui avaient des scores extrêmement impressionnants, des scores de participation extrêmement importants par rapport aux autres marques que nous avions étudiées à l'époque. Alors en fait, dans la marque Diesel est partenaire d'une plateforme qui s'appelle International Talent Support et qui est en lien avec plus de 300 écoles de design dans une cinquantaine de pays qui organisent régulièrement des concours. Donc ces divers publics sont sollicités. C'est évidemment assez peu coûteux, très générateur de communication autour et d'activités. Au bas de l'image, on voit aussi une autre opération extrêmement importante qui a eu des conséquences importantes, des répercussions importantes, notamment en presse, qui a été reportée sur les blogs. Diesel a acheté des murs dans plusieurs capitales. Donc on voit deux petits murs là. Et a fait un appel d'offres, enfin a proposé aux artistes tout simplement de venir s'exprimer sur ces murs. Donc là aussi, une opération assez choc. Le dispositif Diesel Musique, où là aussi, via l'intermédiaire de plateformes, la marque de plateformes spécialisées sur laquelle on peut donc
préacheté ou pré-réservé un certain nombre de groupes de musiciens pour les solliciter dans le cadre d'événementiels de marque. Donc ce Diesel Tower existe depuis une dizaine d'années. C'est un événement assez important dans l'univers de la marque Diesel qui en fait avait dès 2009, dès le départ de notre étude, il y avait un peu plus de 300 000 inscrits et plus d'1 million en fin de période. Donc on voit que ce sont des dispositifs assez massifs. Et puis la dernière campagne, en fait, Diesel Iceland, là aussi nous montre en fait, l'ampleur des moyens qu'une marque est capable de déployer. Donc c'est une campagne qui a démarré avec une rumeur, laissant croire que Diesel avait acheté une île pour sa dernière campagne. Et donc toute la campagne a été déclinée autour de cette rumeur et entretenue de sorte que plus de 1000 blogueurs ont été invités par la marque à se rendre dans cette île. Ce qui est relativement important, en fait, ils ne sont pas allés dans une île, ils sont allés dans une soirée événementielle organisée à Amsterdam. En général, pour monter une opération de ce type de buzz sur Internet, il faut une dizaine de blogueurs. Donc avec 1000 blogueurs, vous imaginez la couverture et les répercussions en termes de blog. Ça a été une campagne extrêmement importante qui a duré, je crois qu'elle a coûté un peu plus de 50 millions d'euros. Voilà, donc je ne sais pas s'il me reste un peu de temps. Je ne voudrais pas un tout petit peu. Alors, j'ai balayé assez rapidement ces dispositifs pour souligner en fait que alors là, par contre, contrairement à ce que Gaëtan a proposé ce matin, toutes les formes de publicité ne passent pas par les médias. Beaucoup de plateformes, comme l'ont souligné Philippe Bouqueton et Jacob Matthews, sont dans des modes expérimentaux. Et finalement, cette fragmentation de dispositifs n'est pas si pratique que ça pour les marques. Et une marque comme Diesel, en fait, a tendance à plutôt outrepasser les propositions de ces plateformes et à tirer parti de ces dispositifs de façon extrêmement économique, puisqu'en fait, même si des sommes importantes sont investies, les répercussions en termes de campagne RP sont extrêmement importantes et employer 1000 blogueurs, c'est de toute façon un coût incomparable avec une campagne d'affichage planétaire, puisque la marque a des ambitions de toute façon internationales. Donc ces interrogations en fait sont importantes parce que du coup toutes ces formes de publicité élargie qui ne se limitent pas aux produits vont dans des circuits extrêmement diversifiés et reviennent assez peu dans le circuit des financements des contenus, alors qu'ils vont chercher de plus en plus de matière au sein de la sphère de l'art, des industries de la culture. On voit paradoxalement un rapprochement et en même temps une déliaison économique. Merci Catherine. Moi je te demanderais bien
Bien, tout de suite, je poserai une question. Est-ce que c'est une stratégie amédiatique, autrement dit, est-ce que cette firme refuse, vous n'utilisez pas du tout les campagnes médiatiques? Si, Si. il les utilise, mais en fait, il les utilise de façon ciblée. Par exemple, là, je n'ai pas du tout parlé de parfum, mais dans le domaine du parfum, la marque, en fait, se comporte comme de façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle va demander à une star de la musique, en général, de baiser. Et c'est vraiment... ce qui est caractéristique de Diesel, en fait, c'est sa capacité à articuler en fait ce que j'appelle des modes d'appariement, de réputation extrêmement variés. Là, on voit qu'on n'est plus dans un cadre publicitaire produit, on n'est plus dans une stratégie de marque classique, on est dans d'autres formes de relation à la culture. Okay. Et là, il y a une référence à la naissance d'une nation. Oui, alors là, dans cette campagne, ils ont carrément écrit une constitution. Il y avait un gros dispositif Facebook où tout le monde pouvait venir participer à la constitution de l'aide. Bien. Question? Oui, puisque tu es sur les questions d'appariement de réputation, alors je ne sais pas du coup si c'est typique au cas diesel, mais en tout cas on l'a vu dans une de tes diapos, on va dire le concours musical qu'ils font, comme beaucoup de marques d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, mais la téléphonie s'est beaucoup mise aussi à faire des concours musicaux. Bon, et puis via aussi la médiation de la télé-réalité entre deux, qui a imposé le modèle, donc ça va pas de nulle part. Mais ce qui est, en tout cas pour le cas de Diesel, ce qui est apparu à l'écran est aussi, enfin, ce que ça doit peut-être ne pas cacher, c'est que en retour, les musiciens qui participent, en l'occurrence les DJ qui participent à ce genre de dispositif, soit acceptent de jouer dans la 5e division, mais du coup doivent aussi accepter de payer en retour une disqualification du point de vue de leur père. C'est-à-dire que ça se paye une disqualification dans le champ des pairs, c'est pas forcément dans le champ artistique comme autonome, hein, mais au moins, c'est-à-dire que le risque il est peut-être, en termes de réputation, peut-être qu'il y a un risque de disqualification en retour. Je ne sais pas si on peut généraliser, mais en tout cas dans le cas que tu as montré, un certain nombre de DJ, alors il y en a un certain nombre qui ont 50 ans et qui cherchent à avoir l'argent, et puis qui trouvent chez des ailes, mais il y en a aussi un certain nombre qui sont grillés. Oui, alors je ne sais pas si une marque comme Diesel a conscience de ce genre de difficulté, mais depuis le début du concours, en fait, il y a eu beaucoup d'évolutions. Aujourd'hui, en fait, ce concours est lié à un véritable réseau de valorisation et de promotion des artistes. Donc, le but, en fait, c'est de les intégrer très rapidement dans les circuits traditionnels de musique. Donc la marque reste évidemment assez discrète sur sa participation, sur sa contribution dans l'émergence d'un artiste. Ça reste en fait assez confidentiel. Plusieurs niveaux en fait. Tout n'est pas visible en même temps, au même moment. Pierre. Oui, moi je voudrais vous poser une question concernant au-delà du cas de Diesel, les usages qui peuvent être faits dans d'autres secteurs de cette stratégie. Mais vous avez analysé avant le cas d'Agnès B, je pense, et peut-être que même Benetton, d'une certaine façon,
pourrait se rapprocher également de cela. La question qui est posée, c'est peut-être aussi celle de savoir en quoi ces stratégies ou cette stratégie de Diesel se pose comme un modèle ou est prise comme un modèle par d'autres secteurs de ce qu'on appelle les industries créatives. Et je voudrais vous soumettre une hypothèse à laquelle j'aimerais bien, si vous le voulez bien, que vous puissiez réagir, qui est la suivante. Dans cette articulation entre les activités et la marque, dans le fond, si on prend Hollywood Chewing Gum ou Coca-Cola, c'est 40 ans, 50 ans, 100 ans d'activité qui créent progressivement un brand, à partir duquel Coca-Cola, Hollywood, etc., développent eux-mêmes ensuite des stratégies promotionnelles. Mais c'est quand même, au départ, des activités, un marché, une production sur du long terme qui construit progressivement une marque. Ici, c'est l'inverse. C'est une marque qui est construite ex nihilo, à partir de laquelle on va développer des activités. Ça va dans le sens de ce que Lachey-Dury explique d'ailleurs à certains égards. Dans le fond, ce dont il s'agit de faire le commerce, un commerce qui n'est pas nécessairement monétarisé immédiatement, mais c'est la marque. Est-ce que c'est ça qui serait, dans le fond, qui aurait cette valeur paradigmatique pour le reste des industries créatives dans l'exemple que vous avez donné? Plusieurs façons de répondre. Alors oui, il y a un processus un peu inversé. Il y a probablement, en regardant l'actualité de la récente en fait, du groupe et de la marque, en fait, les campagnes des dernières années ont été extrêmement coûteuses. Bon, il se trouve que Lorenzo Rosso part à la retraite, que c'est l'année de la transition avec ses fils, et que le groupe a été ouvert en mars dernier. Il a été restructuré et il a changé de statut, puisque c'était précédemment un groupe familial. Donc il est possible que cette stratégie de marque extrêmement développée ait aussi été anticipée en vue d'une levée de fonds pour... il y a plusieurs raisons possibles en fait. Merci pour la parole. Je voudrais que madame nous dise si la marque Diesel, en travaillant toutes ces activités ou toutes ces possibilités, dans sa logique, c'est de l'économie, enfin, c'est une logique économique ou c'est une logique de réputation? Est-ce que dans les principes, est-ce que la marque cherche de l'argent à travers toutes ces activités ou bien purement en fait, ça c'est la particularité en fait, des activités de la mode. En fait. C'est que quand on parle de marketing aux gens de la mode, ils lèvent les yeux, ils disent non, surtout pas nous. Mais disons, on ne fait que de l'anti-marketing, mais tout le système de la mode repose en fait sur cette vraisemblance entre guillemets, en tout cas de la mode de masse. Donc après, c'est du vêtement de masse, hein. Même si c'est vendu très très cher dans des boutiques qui ont nécessité des dépenses extraordinaires, c'est un jean. Oui, c'est pour voir si finalement, pour la marque, réputation égale chiffre d'affaires. Pas directement. Bon. Pas directement, mais Donc je suis en train de voir si finalement toute la plupart d'activités ne visent pas autre chose souvent que la réputation. La réputation, c'est des clients, mais c'est du chiffre. Oui, en plus, ce genre de stratégie en fait, est assez efficace parce que l'objet de l'évaluation est déplacé. En fait, on évalue ni les produits ni la marque, on évalue les musiciens,
Merci. Merci. Et Julien Paris maintenant. Sur les séries télévisées turques, mais un sujet dont tu as déjà parlé. Dans un autre Donc, cas, je me souviens bien. Bonsoir. Je suis assez content de passer après juste cette discussion parce que la question de la réputation, la question de la valorisation d'une réputation, finalement, c'est un peu l'objet ça va être un peu l'objet de mon intervention, même si on va déplacer un peu le cadre l'objet en question assez loin, et même le média par lequel l'objet transite, c'est-à-dire cette fois-ci la télévision. Donc tout d'abord, je tiens à remercier Philippe Bouquillon, Pierre Meuglin et l'ensemble de l'équipe pour avoir pensé à moi, mais aussi de m'avoir soufflé le titre de cette intervention qui m'a fait regarder mon propre sujet via vraiment d'autres institutions, d'autres méthodes. Et donc là, finalement, ce qui va m'intéresser dans cette intervention, c'est de savoir comment une forme de censure, c'est-à-dire la réputation est un aspect négatif, c'est-à-dire non pas l'appréciation d'une réputation, mais la dépréciation d'une réputation via des mécanismes de censure, est en fait un mécanisme clé de l'accès au marché d'un contenu culturel. Et donc là, à travers l'exemple des séries turques. Donc le pari en fait, de cette recherche, c'est de partir d'un terrain finalement qui est assez loin des terrains français, d'un média qui est quasiment un média dinosaure quand on compare à d'autres formes qui est la télévision, et en plus dans un pays où les politiques publiques ne s'expriment pas du tout en termes d'aide ou de soutien aux industries culturelles. Donc ça c'est déjà le premier pari, mais là où on arrive aux questions de marché, c'est justement par la question de la normalisation des formes de contenu. Donc le mieux, c'est encore de commencer par un exemple, là c'est un peu sur le mode de la caricature. Une des séries qui marche le mieux en ce moment en Turquie, en termes de chiffre d'audience, c'est une série qui campe le personnage du sultan Süleyman le Magnifique, et un peu dans une période de décadence, et le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan s'est justement fendu de plusieurs remarques très incisives sur cette série, disant que c'était une série qui représentait mal le passé ottoman de la Turquie, qui faisait mal à l'image de la Turquie, et en plus de ça, plusieurs types d'autres types de remarques sur justement le fait qu'il aurait passé 30 ans de sa vie à cheval et non pas 30 ans de sa vie dans son harem comme ça a l'air, on en a l'impression à travers cette série. Donc on se trouve avec des caricatures très politisées finalement dans les journaux d'opinion sur justement l'implication d'un personnage politique jusque dans le contenu des séries elles-mêmes. Donc là, je vous lis, je ne sais pas si vous arrivez à lire ou pas le sous-titre, mais donc là, il dit chez Zadem, j'ai au moins 3 enfants. Et derrière le sultan, on a la photo, la portrait du Premier ministre, et sur son turban, le logo de l'AKP, donc le parti de Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre. Et donc, c'était juste pour recommencer un peu sur le thème de... C'est un objet aussi politique, ce qui passe, la fiction télévisuelle, c'est devenu aussi un support, on va dire un objet transitionnel politique. Donc, à quoi ça ressemble vaguement je vais enlever le son parce que c'est une des séries à plus gros budget qui existe en Turquie, et qui effectivement qui se passe globalement dans le harem. Donc le fait de... Je vais arrêter un peu parce que ça fascine un peu les yeux. Et ce
le sultan, c'est un premier registre de censure, mais il y en a énormément d'autres. Il y a la famille, la nudité, les grossièretés. Il ne faut pas que les séries, en général, je parle de cet exemple-là, mais c'est valable pour l'ensemble des séries turques. Le Premier ministre et les représentants de son parti s'expriment justement sur plusieurs registres qui sont la protection de l'enfance, l'alcool, la violence, etc. Donc je suis parti sur l'idée de parler de la question de la morale de ces séries et comment cette morale est cadrée. Et pour bien préciser, je parle de morale comme de la norme morale, non pas ce qui est bien et mal, mais ce qui sert de règle ou principe de conduite d'un bien idéal collectif dans ce sens-là. Donc on peut plutôt parler là de normes morales. Donc quel lien entre justement la morale et le fait d'avoir une valorisation économique d'un bien culturel? C'est vraiment le problème central de cette intervention. Comment ça intervient? Comment se reconfigure en fait la morale et ses institutions de contrôle pour justement donner une valeur à des biens culturels. En gros, mon plan, si j'ai le temps d'aller au bout, il s'agit de faire d'abord une sorte d'économie politique de la censure, pour aller vite, en gros du rôle symbolique des institutions normatives en Turquie, en parlant de la télévision toujours, de voir comment ces institutions traduisent, ces institutions, la pression faite par ces institutions se traduit d'une certaine manière par une évolution des pratiques des professionnels de la télévision, que ça engendre à son tour une certaine forme de valorisation, et que non seulement c'est une condition essentielle de la valorisation, mais c'est la condition essentielle de l'accès à un certain marché. Et donc, en troisième partie, de parler des stratégies d'acteurs qui viennent, plusieurs registres de stratégies d'acteurs pour justement composer avec cette contrainte. Donc quelques généralités justement sur la censure des biens culturels tels que la fiction télévisée. C'est pas propre à la Turquie, on a eu l'exemple aussi en France, mais je pensais à cette discussion qu'on avait eue sur le titre de cette intervention, et qu'il y a quelque chose d'assez similaire qui s'est passé aux États-Unis. Il y a le code Hayes, j'espère que je prononce bien. Donc le code Hayes, c'est un code qui a été voté en 1930, qui a été mis en vigueur en 1934 et qui a duré jusqu'à 1966, qui est une sorte de guide d'autocensure à l'usage des producteurs d'Hollywood, et qui, bizarrement, porte à peu près sur les mêmes familles de notions qui posent problème, c'est-à-dire les crimes. En gros, il ne faut pas faire l'apologie du crime, la nudité, le sexe en général, l'adultère aussi, la protection de la famille, tout ce qui a trait à la décence, c'est-à-dire l'usage d'un vocabulaire un peu châtié, et la protection aussi de la patrie et de la religion. Donc c'est étrangement des choses qui reviennent aussi dans le discours politique. Mais il ne s'agit pas uniquement de questions qui est très datées des années 1920 ou 1930, c'est aussi quelque chose qui existe donc en Turquie et qui est inscrit dans certains textes. Je vais y revenir tout de suite, mais pour prendre un exemple un peu similaire de ce qui se passe en Iran, dans un article d'Agnès de Victor, les questions religieuses, de décence, de crimes de secte n'ont pas forcément besoin de guides, à l'usage uniquement des producteurs qui sont. C'est aussi des questions qui reviennent régulièrement dès qu'il y a des transformations ou politiques ou disons de type de production de contenu dans un certain territoire. Et là où vous voulez en venir à Agnès de Victor, c'est que les nouveautés techniques, je crois que je la cite à peu près,
Les nouveautés techniques n'évacuent pas donc les questions morales et plus largement les questions culturelles. Donc là, on va faire cet article d'Agnès de Victor que je conseille. Donc, effectivement, c'est une question. Je vais passer un petit peu sur ces questions-là. C'est une question politique parce que le politique s'intéresse en Turquie à la télévision parce que c'est la première forme de consommation culturelle. Donc ça, c'est quelque chose d'assez, disons, traditionnel dans le soin du politique de s'intéresser aux médias de masse. Le type de programme qui est diffusé, on voit aujourd'hui, là c'est le type de programme, mais bon, en quantité, maintenant, les premières audiences, c'est d'abord des séries, donc ce qui fait apporte d'autant plus de légitimité politique de s'intéresser aux formes les plus massives diffusées sur ces canaux, et dans ces formes les plus massives qui sont les séries télévisuelles, on observe une certaine homogénéité des genres qui sont traités, qui sont d'abord les problèmes familiaux, les drames, etc. Donc, quand on a dans une main, d'une part, un ensemble de genres de fiction qui traitent de la famille, et que dans un autre, d'autre part, on a un corpus de lois et de valeurs qui, justement, portent aussi sur ce qui est bon moralement de dire et de montrer sur la famille, on a effectivement une espèce de confrontation qui se fait de manière assez directe. Sans vraiment aller dans le détail, j'ai l'impression qu'on peut trouver après un train, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'histoire de la télévision en Turquie commence d'abord par une situation de monopole en 1964. Les premières lois sur la télévision créent un monopole d'État pour la TRT, qui est la chaîne nationale. Et ensuite suivent plusieurs gros changements, donc en 90, l'apparition des chaînes privées et des nouvelles lois très rapidement, 4 ans plus tard, pour justement réguler ce nouveau paysage télévisuel, ce nouveau paysage médiatique qui doit composer avec une énorme demande en termes d'heures, de nouveaux contenus, et en plus des acteurs qui n'ont pas du tout les mêmes attentes du marché que sont les télévisions privées. En plus de ça, donc, en l'espace de 20 ans, on assiste à des concentrations oligopolistiques, un peu du même tenant que ce qu'a pu décrire Philippe dans ses livres, et beaucoup d'autres, quasiment toutes les personnes qui ont écrit les livres ici, j'ai l'impression. On assiste donc, en parallèle à cette concentration oligopolistique des principaux acteurs, à une concentration une mainmise de ces mêmes acteurs sur les droits de propriété intellectuelle, et dans un contexte politique qui est toujours celui d'une Turquie avec une histoire assez récente, donc qui se recompose une identité nationale qui a plus près une centaine d'années. Bientôt, en 2023, ce sera la fête du centenaire de la République de Turquie. Et donc, en même temps qu'il y a une histoire en tant que république telle qu'elle est aujourd'hui assez récente, et un changement politique qui date de 2002, très net, avec l'arrivée de l'AKP, le parti conservateur, libéraux conservateurs, en opposition au parti kémaliste qui le précédait. Voilà. Donc, d'abord, que dit la loi, en fait, que dit la loi sur ce qu'on peut diffuser ou pas? Il y a plusieurs types de textes de loi qui cadrent justement ce qu'on peut dire ou pas, ce qu'on peut montrer ou pas. Il y a d'abord la Constitution. La Constitution, un des premiers articles, l'article 25, garantit la liberté d'expression, mais il y a tout un ensemble de textes. Il y a d'abord tous les crimes à l'encontre de la mémoire
d'Atatürk, donc le fondateur de la Turquie. Donc c'est assez général, ça peut porter à la fois sur comment on le représente, comment on représente son action, comment on représente son héritage, comment on représente les symboles de son passage, de son action. Ensuite, il y a la loi sur les fréquences télévisées, enfin l'octroi des fréquences télévisées qui inclut tout un chapitre sur est-ce que on n'a pas donc le droit de... Ah, pardon. Je ne vois pas le temps. 11 minutes. Donc, on doit préserver l'intégrité du territoire turc, on doit préserver l'image d'une famille turque qui est à la base justement de la République. Donc des valeurs sur la famille, sur justement la protection de l'enfance qui sont complètement intégrées au corpus juridique et qui servent un peu d'outil, de levier à l'institution de contrôle qui est le TUC, qui est un peu le pendant du CSA ici, mais en beaucoup plus dépendant du pouvoir politique, car la moitié, enfin les 9 de ces membres sont censés représenter la majorité au Parlement. Donc il y a un effet miroir directement avec... Là où je voulais en venir très rapidement, c'est que le TUC, qui est l'institution de contrôle, a un pouvoir de sanction, ne dit pas ce qu'il faut mettre, mais dit ce qu'il ne faut pas mettre. Et ce listing commence à devenir assez épais de tout ce qu'on a le droit de tout ce qu'on a l'interdiction de mettre et de faire dans une série, par exemple la longueur des scènes d'amour. Par exemple, le TUC a une espèce de jurisprudence sur justement ce type de scène, sur le fait de fumer, il faut raccourcir les scènes, sur le fait de montrer les actes sexuels, les adultères, etc., etc. Il y a maintenant une forme de jurisprudence de la part de l'ETUC. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que ça se traduit en pratique. Donc là, c'est plusieurs interviews que j'ai pu faire avec des professionnels des chaînes, des responsables de chaînes et du département séries dans ces chaînes-là. Je cite quelques passages, parce que je ne vais pas avoir le temps de tout contextualiser, mais maintenant, je cite donc cette responsable du département d'ISI, série. Maintenant, on commence le nettoyage en fonction de RETUC dès la phase de scénario. Disons, par exemple, c'est juste un exemple, il y a une scène de viol après 2 épisodes. Nous, si on voit ça dans le scénario, on va intervenir dès le départ sur la manière dont il faut tourner la scène, sans trop s'apesantir, sans trop donner de détails, etc. Et on va biper les insultes, et on va faire attention aux publicités cachées, et voilà, ça c'est les choses sur lesquelles on peut agir un petit peu. Et après, il y a les choses interdites comme la violence, le viol, le fait de voir des gens très gravement blessés, ou avoir une discussion entre personnes complètement saoules. Donc voilà. Je voulais un peu... Donc là, c'est vraiment un exemple d'une série qui a fait un peu qui a servi un peu de bouc émissaire à l'ETUC. C'est une série qui s'appelle Bezace, qui a pour sous-titre Un policier d'Ankara. Et donc là, je reprends ce que me disait cette responsable. Par exemple, sur Bezace, on est bloqué par les amendes que nous imposait le TUC. Mais le spectateur veut entendre des insultes, parce qu'il s'agit d'un policier, il s'agit un peu d'un polar, d'une série polar. Le spectateur veut entendre des insultes, veut voir des gens qui boivent, mais il ne peut pas en voir. Voilà. Et élargissait un peu son propos sur le fait que si ce type de série était tellement l'objet de critiques du pouvoir politique, c'était aussi parce que c'est pas à cause de l'alcool ou quoi que ce soit, c'est parce que ça campait un policier turc, donc un représentant de l'autorité, mais dans des mauvaises postures et toujours un peu à cheval avec l'illégalité. Donc je vais aller très vite là-dessus. Là, voilà, donc ça c'est le premier passage. Et maintenant, c'est-à-dire que ça se traduit en pratique, de la part des responsables dans les chaînes, des responsables des
les coordinateurs de programmes. Ça se traduit aussi en nouvelles pratiques qui sont un peu du type faire de nécessité vertu de la part des producteurs qui, voyant ce type de contraintes, en font leur marque, c'est-à-dire mine production a des principes qui sont il ne faut pas que les produits de mine production, ces séries, ne puissent pas être vus par des enfants. Il ne faut pas que ça choque. Il faut que ce soit éducatif et fun. Donc, il y a des producteurs qui se réapproprient ces contraintes-là et en font leur marque de fabrique. Et accèdent justement à des clients comme la chaîne nationale, la TNT, qui est donc encore plus soumise justement à ce carcan idéologique beaucoup plus facilement, parce que c'est un label en quelque sorte. Donc, je n'aurai pas le temps de m'appesantir sur le terme de comment on compose une audience grâce à la censure. Je me réfère un petit peu à quelques textes de Dallas Smith sur l'audience comme marchandise. Et là où je veux en venir, c'est que ces contraintes morales, ces institutions qui gèrent l'impératif moral, imposent une forme d'accès au marché, imposent des normes dont on ne peut pas, s'abstraire, et que se créer une audience, de valoriser l'audience générée par les séries elles-mêmes, impose quelque part de respecter des normes morales parce que l'institution est tellement imbriquée avec l'ensemble l'institution contrôle moral, l'institution contrôle de la mesure d'audience qui est plus l'aspect publicitaire et l'aspect politique sont totalement imbriqués et ont autant de pouvoir l'un que l'autre. Donc là où je trouvais intéressant aussi ce texte de Smith, c'est qu'il élargissait, il disait effectivement l'audience a une valeur de marchandise, mais l'audience c'est à la fois une institution, une collectivité, une marchandise et un objet politique. Donc c'était assez rapidement ce que je voulais aborder, et tout en disant que pour compliquer un petit peu la chose, en plus de ça, il y a un deuxième niveau d'accès au marché pour la valorisation qui est le marché international, qui a d'autres codes, et que quelque part là où ce que montre un peu ce graphe, mais qui n'est pas complet parce qu'il ne représente pas toutes les exportations, mais qu'il y a quelques distributeurs au Moyen-Orient, donc évidemment NBC, qui ont structurellement une position tellement importante que finalement ils ont aussi leur mot à dire sur qu'est-ce qu'on a envie d'acheter ou pas sur les marchés internationaux, avec des codes qui leur sont propres. Ils ont une position de redistributeur sur l'ensemble du marché moyen-oriental, qu'ils peuvent aussi, d'une certaine manière, d'une manière économique, imposer des conditions morales aux fictions qu'ils vont acheter, et que là où justement se reconfigure l'ensemble du marché de la production de fiction en Turquie, c'est que d'une certaine manière, l'impératif d'Erdogan et des institutions très politisées de contrôle des normes morales qui existent en Turquie sont quelque part aussi, même si ce n'est pas du tout démocratique d'une certaine manière, sont aussi la condition sine qua non pour que ces mêmes productions puissent être valorisées sur un second marché qui est, après le marché domestique, le marché international. Merci pour cette intervention. Question. J'étais vraiment très intéressé. Je veux savoir si la dimension nationaliste turque n'est pas un handicap dans la perspective de l'exportation, notamment en direction de pays musulmans, parce que là, il y a quand même, notamment pour des séries historiques, il y a une histoire de conflit, de guerre, d'occupation. Enfin, voilà, comment donc cette dimension nationaliste turque s'intègre dans cette perspective de
favoriser l'export. Là, encore une fois, je peux peut-être référer à cet article de Agnès de Victor qui parle des séries iraniennes. C'est pour justement faire un parallèle très, très direct, le premier marché des séries, de la production de séries, c'est un marché national. Donc, il faut forcément, pour les producteurs, d'abord se frotter au marché national pour ensuite éventuellement avoir une chance sur un second marché. Donc, c'est pas est-ce que c'est un danger ou pas, de toute façon, c'est quasiment obligatoire pour les producteurs parce qu'il y a à la fois disons, un contexte politique qui fait que le nationalisme a encore de beaux jours devant lui en Turquie, du fait ne serait-ce que du discours politique qui circule dans les médias, l'arrivée, d'ici, c'est en combien de temps, c'est dans 10 ans, c'est l'anniversaire de la République turque. On commence déjà à en parler. Il y a déjà des grands projets, beaucoup plus méditerranéens. On va créer un second Bosphore sur la partie ouest de la Turquie. On va creuser un second Bosphore et tout ça avec l'estampille. Il faut que ce soit prêt pour 2023, pour l'anniversaire de la République de Turquie. Donc là, le nationalisme a encore beaucoup de place et dans les médias et dans les discours politiques qui soient, ça n'a pas de sens vraiment de parler de droite ou de gauche, mais disons AKP ou GLP, il y a autant d'existence de ce discours-là. Et d'autre part, vraiment, structurellement, il y a une demande d'une production apparemment qui se fait, une production locale, domestique, qui est faite par les propres professionnels qui analysent les audiences qu'ils ont sous les yeux, qui en tirent comme conclusion, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais qui en tirent comme conclusion qu'il y a cette demande pour des problématiques locales. Et je pense vraiment que le deuxième marché, c'est une sorte de filtre qui vient par après. Il y a une autre question. Oui, c'est une question qui concerne plus l'importation depuis les pays étrangers. Alors, est-ce que le poids de ces importations est important par rapport à la production nationale, sachant que ces importations ne seraient pas normalisées, du coup, par rapport aux critères de la censure, entre guillemets, nationale? Peut-être qu'on pourrait observer des détournements, comme on observe en Turquie, des phénomènes, comme on pourrait observer en France, de téléchargement, de séries, et donc de contournement, justement, de cette censure nationale. D'abord, sur l'importation, ce qui est intéressant à remarquer avec la production de séries turques, c'est que c'est une production qui explose depuis 2004, donc c'est très très récent, et auparavant, effectivement, il y avait, les chaînes se fournissaient sur le marché international, et c'est pas pour rien que les marchés les plus proches, qui servent un peu de lieu où vont faire le marché les chaînes turques, se nomme le Discop, c'est discount quelque chose, discount market, ou le hop, je ne sais plus, mais la première partie c'est discount. C'est des productions qui ont été produites en masse par les États-Unis, qui sont rachetées à un prix plus bas, donc qui sont achetés en gros, et qui ensuite sont redistribués sur ces deuxième, troisième marchés pour les États-Unis, qui servaient de programme pour remplir les grilles des chaînes dans les années 90, quand elles apparaissent. Donc c'est très récent, mais en même temps, en l'espace de 10 à 15 ans, il y a toute une industrie de la production qui s'est un peu basée sur l'industrie du cinéma qui existait auparavant, dans les années 60-70, et qui, elle, a pu reprendre la main et devenir quasiment autarcique, rendre la production télévisée turque quasiment autarcique. Pas dépendre. Alors, il y a une dernière question. Oui, en fait, c'est aussi par rapport à ce que vous venez de dire sur le phénomène de téléchargement.
YouTube a été longtemps, est régulièrement interdit en Turquie. C'est aussi lié à l'interdiction de voir des contenus qui seraient défavorables à la politique mise en place par Erdogan. Et alors, je me demande si le succès des séries turques au niveau national, et puis alors, après, dans un deuxième temps, au niveau de tout le Moyen-Orient, au niveau national, c'est pas dû au fait que aussi les Turcs sont très... il y a vraiment une grande importance accordée à la culture locale. Et qu'on peut voir aussi au niveau gastronomique, par exemple, parce que McDonald's n'a pas du tout réussi à s'implanter de la même manière, si mes sources sont exactes, que dans d'autres pays. Il y a vraiment de l'importance accordée aux productions locales. Donc je suppose que le fait de mettre en scène la culture turque à travers les séries, c'est quelque chose qui est très apprécié par la population. Et dans un deuxième temps, alors je me demande si l'importance qu'Erdogan accorde justement à la valorisation de la République, etc., ça va les séries savent pas ce projet de sultanat dont il est régulièrement et insidieusement accusé dans la presse. Il me semble que Erdogan est surnommé le sultan. Alors je ne sais pas si tout ça peut avoir un lien. Tout d'abord, sur l'interdiction de YouTube, c'est... oui, c'est... De temps en temps, c'est interdit, des fois, ça l'est. Enfin, il y a quand même beaucoup de pression sur justement l'accès à Internet. Et quelque chose que je n'ai pas eu le temps de vraiment d'aborder, c'est que maintenant, Internet, j'écarte un peu la YouTube en particulier, mais l'accès à Internet se démocratise un peu, mais surtout un outil pour tous les programmateurs et de télévision, les producteurs, pour justement avoir un deuxième écho en plus de l'équivalent de l'audimat. Ils ont un deuxième écho sur les séries qui sont diffusées le jour même, pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Ça devient un instrument aussi de contrôle de qualité, on va dire, des productions qui sont diffusées. Et donc, c'est là où je voulais aussi en venir je n'ai pas le temps, c'est de dire que finalement c'est proche de ce qu'on peut... C'est pas un exemple complètement exotique, ce qui se passe en Turquie, c'est aussi une espèce de miroir déformant de ce qui peut se passer ici, par exemple, pour la télévision en Europe. Maintenant, les contrôles des chiffres de l'audimat se fait aussi en se référant à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Ça existe en Turquie, je pense que ça existe ici, il faut le vérifier, mais ça fait partie de la... C'est un peu pour faire le parallèle avec ce qui a été dit auparavant, par rapport à Catherine, mais la réputation d'une chaîne, d'une série, d'un produit passe par un ensemble d'instruments de mesure qui ne sont pas complètement différents en Turquie qu'ici. Il y a vraiment un parallèle à chercher. Et là où justement l'importance du local que vous soulignez, je pense qu'elle s'explique en Turquie pour des raisons historiques, etc. Mais on pourrait aussi se poser la même question en France sur la défense d'un certain type de production nationale, des raisons historiques, des politiques publiques qui sont mises en place, sous quelle forme ça se traduit. Ça se traduit de manière un petit peu coercitive en Turquie. Est-ce qu'il n'y a pas un peu est-ce qu'on ne peut pas trouver aussi des pendants ici? Bien, merci d'être resté jusqu'à une heure qui n'est pas convenable pour un colloque. En tout cas, le programme a été tenu jusqu'au bout et on reprend demain matin à 9h30. Précise. Voilà. Bonne fin de journée.